Ma mère a dit, au moins, elle est intelligente. La beauté l'a sauté. Ils ont ri. Ma famille m'a traité de laide à ma propre remise de diplôme et m'a enterré comme si je n'avais jamais existé. J'ai quitté la maison avec $355. 12 ans plus tard. Je suis entré au mariage de ma sœur et son fiancé a posé la seule question qui l'a détruite devant tout le monde. Je m'appelle Charlotte Reed et j'avais 18 ans quand ma mère a transformé ma remise de diplôme en un classement public de ses filles. Elle a pris le micro dans le showroom de meubles de notre famille, a levé son verre et a annoncé. Au moins, elle est intelligente. La beauté l'a sauté. Mais peut-être que l'intelligence paiera les factures. La salle a éclaté de rire. Tout le monde n'a pas ri, mais suffisamment de gens l'ont fait. Puis elle a attiré ma jeune sœur à ses côtés, a ajusté la fleur sur sa robe et a ajouté. Celle-ci a eu la beauté. Dieu sait comment équilibrer une famille. Mon père regardait le sol. Plusieurs parents ont levé leur téléphone. Quelqu'un a tout enregistré. Je me tenais sous une bannière portant mon nom pendant que ma propre famille me traitait comme la blague imprimée en dessous. Vous a-t-on déjà fait sentir comme l'enfant de rechange le seul jour qui était censé vous appartenir? Je suis entré dans le bureau. J'ai ouvert l'enveloppe contenant mes économies des services du week-end et j'ai compté $355. Puis j'ai retiré ma clé de maison et l'ai placée à côté de la carte de remise de diplôme que ma mère avait signée sans écrire de message. Je suis parti avant que le gâteau ne soit coupé. Ils ont dit à tout le monde que j'étais dramatique. En quelques semaines, ils ont cessé de me mentionner. 12 ans plus tard. Je suis entré au mariage de ma sœur en portant la preuve que ma famille ne m'avait jamais vraiment laissé partir. Quelques minutes avant la cérémonie, son fiancé a examiné une page. A regardé sa future épouse et a posé une question qui a détruit tout ce qu'elle avait construit devant 200 invités. Avant que je vous dise ce qu'il a demandé et ce qui s'est passé après l'arrêt du mariage. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où l'histoire de Charlotte a voyagé. Le billet de bus de Columbus à Pittsburgh coûtait $43. Me laissant avec $312 et aucun plan au-delà de m'éloigner suffisamment pour que ma mère ne puisse pas me suivre avant minuit. J'ai choisi Pittsburgh parce qu'un ancien camarade de classe y avait mentionné un collège technique. Abordable. Mais quand je suis arrivé, le bureau des admissions était fermé et chaque motel près de la gare coûtait plus que ce que je pouvais me permettre. J'ai passé ma première nuit sous les lumières fluorescentes d'une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Prétendant attendre des vêtements qui n'étaient pas les miens. Le lendemain matin, j'ai trouvé une annonce d'embauche manuscrite dans une entreprise d'impression commerciale. Le travail consistait à alimenter des machines industrielles en papier, à préparer des étiquettes d'expédition et à déplacer des boîtes dans un entrepôt d'archives. J'ai dit au superviseur que j'avais de l'expérience. Bien que ma seule qualification fût le désespoir. Il m'a embauché pour le quart de nuit parce que personne d'autre n'en voulait. Cet entrepôt est devenu mon refuge. Il sentait le carton, le toner et la poussière. Mais personne ne se souciait de mon apparence. Il se souciait de savoir si j'arrivais à l'heure. Si je lisais correctement les bons de commande et si je plaçais les dossiers confidentiels dans le bon ordre. J'ai loué une chambre chez Naomi Brooks. Une étudiante en soins infirmiers de 24 ans dont la colocataire précédente avait disparu sans payer le loyer. Naomi ne m'a pas sauvé ni offert de discours parfait. Elle m'a donné 7 jours pour produire ma part de la caution et m'a prévenu de ne pas toucher au yaourt marqué avec du ruban adhésif bleu. Son honnêteté m'a fait lui faire confiance. Lors de ma 6e nuit dans l'appartement, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. Naomi a répondu parce que je prenais une douche. Je suis entré dans la cuisine juste au moment où elle entendait ma mère dire. Dis à Charlotte que s'enfuir ne rendra pas son visage plus facile à regarder. Naomi a mis le téléphone sur haut-parleur et a demandé, êtes-vous toujours aussi cruel? Ou est-ce une soirée spéciale? Ma mère a mis fin à l'appel après l'avoir prévenu que j'étais instable. Ingrate et connue pour voler. Je suis restée là, tremblante, non pas parce que je la croyais. Mais parce que j'entendais enfin avec quelle facilité elle me réécrivait pour des étrangers. Naomi a ouvert un carnet et m'a dit de noter la date,
le numéro et les mots exacts. Les gens qui mentent avec autant d'assurance comptent sur le fait que tout le monde oublie les détails. Elle a dit que cette phrase avait changé ma vie. J'ai commencé à sauvegarder chaque message vocal, lettre et message. Pendant la journée, j'étudiais l'administration des archives et les systèmes d'entreprise. La nuit, je travaillais parmi les contrats archivés, les factures, les signatures et les manifestes d'expédition. J'ai appris que les documents portaient des personnalités. Certaines personnes appuyaient fort en signant. D'autres changeaient l'angle de leur écriture lorsqu'elles étaient nerveuses. Les dates modifiées laissaient des ombres sous l'encre du photocopieur. Les pages réimprimées montraient des motifs différents. Un mensonge sur papier était plus silencieux qu'un mensonge prononcé dans un microphone. Mais il pouvait être mesuré. Ma famille a envoyé 3 lettres durant ma première année. La première exigeait des excuses. La deuxième prétendait que mon père était gravement malade, ce que j'ai appris plus tard être faux. La troisième disait que ma sœur était entrée dans une académie privée et qu'une fille aimante contribuerait. Je n'ai pas répondu. La liberté, cependant, n'effaçait pas la blessure. Chaque fois que quelqu'un me photographiait, j'entendais les rires du showroom. Les compliments ressemblaient à des pièges. J'évitais les miroirs et achetais des vêtements en solde sans les essayer. M'échapper avait libéré mon corps. Mais la voix de ma mère avait traversé les frontières de l'État dans ma tête. N'est-ce pas la partie la plus solitaire du départ? Découvrir que la porte peut se fermer derrière vous tandis que les dégâts continuent de marcher à vos côtés. Naomi m'a poussé à postuler pour un cours de certification en examen de documents après qu'un instructeur ait remarqué à quelle vitesse je détectais les divergences dans les contrats. J'ai presque refusé parce que la caution dépassait l'argent que j'avais emporté de l'Ohio. Naomi m'a rappelé que j'avais gagné chaque dollar depuis lors sans demander la permission de ma famille. J'ai postulé. Reçu un financement partiel et passé les 3 années suivantes à travailler la nuit tout en étudiant les dossiers financiers. La fraude à l'identité, la comparaison de signatures, l'altération numérique et les procédures de preuve. Ma mère m'a appris que les apparences déterminaient la valeur. L'entrepôt m'a appris le contraire. Un document soigné pouvait être une tromperie, tandis qu'une page tachée pouvait contenir la vérité. À 22 ans, je ne voulais plus être qualifié de belle. Je voulais devenir impossible à tromper. Après avoir obtenu ma certification, j'ai rejoint une société d'enquête d'assurance à Baltimore spécialisée dans les réclamations frauduleuses. Les contrats modifiés, le vol par les employés et l'usurpation d'identité. Mon travail n'était pas glamour. Je passais de longues journées à comparer des signatures, à examiner des historiques de transactions, à reconstruire des chaînes d'approbation et à interroger des gens qui croyaient que la confiance pouvait remplacer les preuves. J'adorais ça. Chaque cas me donnait ce que l'enfance ne m'avait jamais donné. Des faits qui ne pouvaient pas être annulés par la personne qui parlait le plus fort dans la pièce. Naomi a déménagé au Maryland après ses études d'infirmière. Et nous sommes restés colocataires jusqu'à ce qu'elle se marie et déménage de l'autre côté de la ville. Elle était toujours la première personne que j'appelais quand un cas me troublait ou qu'une lettre arrivait de l'Ohio. Mon père envoyait des cartes d'anniversaire sans adresse de retour. Ma sœur envoyait occasionnellement des demandes sur les réseaux sociaux, puis les retirait avant que je puisse répondre. Ma mère est restée publiquement silencieuse. Mais des parents m'ont dit qu'elle avait transformé mon départ en une tragédie dans laquelle elle était le parent abandonné. Selon son histoire, je suis parti parce que j'étais jalouse de ma sœur. Honteuse de l'entreprise familiale et trop arrogante pour accepter des conseils. Elle a même prétendu que la vidéo de la remise de diplôme avait été mal comprise. J'ai envisagé de la publier. Mais une vengeance fondée sur l'humiliation m'aurait rendu trop semblable à elle. Au lieu de cela, j'ai construit une vie qu'elle ne pouvait pas raconter. Avant mes 27 ans, je suis devenue enquêtrice principale. J'ai donné des conférences lors d'ateliers sur la conformité. J'ai récupéré de l'argent pour des victimes âgées de tromperie et j'ai assisté des examinateurs fédéraux sur des cas multi-États. J'ai aussi rencontré Marcus Hay, un architecte patient qui ne se précipitait jamais pour combler le silence. Il ne m'a pas qualifié de belle lors de notre premier rendez-vous.
Il m'a qualifié de formidable après que j'ai corrigé un directeur de restaurant qui essayait de facturer 2 fois un couple de personnes âgées. D'une certaine manière, cela signifiait plus. Je lui ai parlé de ma famille lentement, offrant des morceaux au lieu de la blessure entière. Il ne m'a jamais poussé à me réconcilier. Il m'a seulement demandé si ma distance m'apportait la paix ou reportait une autre décision. La réponse changeait selon le jour. Puis, 8 ans après mon départ, une affaire de tromperie commerciale de routine a déposé l'écriture de ma mère sur mon bureau. Notre cabinet avait été engagé pour examiner des documents liés à une entreprise de mobilier de maison en difficulté dans l'Ohio. L'entreprise avait reçu un crédit d'urgence après avoir déclaré des pertes dues à une inondation d'entrepôt. Mais plusieurs formulaires d'autorisation semblaient suspects. Au début, le nom de l'entreprise ne signifiait rien parce que mes parents avaient renommé le showroom par l'intermédiaire d'une société holding. Puis j'ai reconnu l'adresse. C'était là où ma fête de remise de diplôme avait eu lieu. J'ai divulgué le conflit et demandé à être retiré de l'affaire. Mais avant de transférer le dossier, j'ai vu une autorisation d'emprunt portant mon nom légal complet, Charlotte Elise Reed. La signature avait été conçue pour ressembler à la mienne. Elle était imparfaite, mais elle incluait des détails que seule une personne ayant mes dossiers d'enfance pouvait connaître. La demande me listait comme copropriétaire minoritaire ayant approuvé l'utilisation des actifs de l'entreprise comme garantie. Je n'avais jamais possédé une seule part de l'entreprise ni signé de prêt. Les formulaires étaient datés de 2 ans après mon départ. Mon numéro de sécurité sociale, mon ancienne adresse et mes dossiers scolaires étaient joints. Je me suis senti de nouveau comme à 18 ans. Debout sous cette bannière pendant que les gens riaient. Ma mère m'avait publiquement effacé. Puis avait utilisé mon identité en privé lorsqu'elle était devenue précieuse. En raison du conflit, je ne pouvais pas enquêter professionnellement. Mais je pouvais demander mon historique de crédit et signaler l'usurpation d'identité. Ce que j'ai découvert était plus grand qu'une seule signature. Quelques mois après mon départ, ma mère avait ouvert un compte de détail à mon nom. Elle le payait assez soigneusement pour éviter la détection. Puis utilisait l'historique de crédit établi pour soutenir les emprunts de l'entreprise. Au fil des ans, mon nom est apparu sur des contrats de location d'équipement, des garanties de fournisseurs et des documents de refinancement. La plupart des comptes étaient fermés, mais un restait actif. Il garantissait une ligne de crédit récemment augmentée de 380 000 $. Marcus s'est assis à côté de moi alors que j'étalais les dossiers sur notre table de salle à manger. « Vas-tu les affronter ?» a-t-il demandé. J'ai dit « Non. Pas encore. » Une confrontation donnerait à ma mère le temps de détruire les dossiers et de préparer une autre histoire. J'ai déposé des rapports, gelé mon crédit, engagé un avocat de l'Ohio et autorisé le service de lutte contre la fraude du prêteur à enquêter. Pour la première fois, je n'ai pas répondu en tant que fille difficile. J'ai répondu en tant qu'examinatrice préservant les preuves. 1 mois plus tard, ma sœur a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 8 ans. Elle a pleuré. A dit que notre mère était soumise à un stress terrible et m'a demandé de signer une déclaration confirmant que j'avais verbalement approuvé les anciens arrangements. Elle a qualifié cela de paperasse inoffensive. Quand j'ai refusé, sa voix s'est durcie. Tu nous as déjà quittés une fois. Vas-tu vraiment détruire maman pour une signature? J'ai demandé de qui venait l'idée d'utiliser mon nom. Elle est restée silencieuse pendant 4 secondes avant de dire, tu ne l'utilisais pour rien. Cette réponse a mis fin à toute nostalgie que j'avais conservée. Ma famille ne m'avait pas oublié. Ils avaient traité mon identité comme une pièce vide qu'ils avaient le droit d'occuper. Avant de raccrocher, elle a mentionné qu'elle était fiancée à Ethan Cole, un directeur de prêts commerciaux de Cincinnati. Le mariage aurait lieu au printemps suivant dans un hôtel de palais de justice restauré. Et notre mère était censée tout payer. Quand j'ai réexaminé la ligne de crédit active, j'ai remarqué plusieurs transferts importants vers une société d'événementiel liée à l'hôtel. Le mariage n'était pas financé par ma mère. Il était financé par une dette obtenue avec mon identité volée. J'ai envoyé les preuves à mon avocat et n'ai rien dit publiquement. La vengeance n'exigerait pas que j'invente une punition.
Je devais seulement cesser de les protéger des conséquences qu'ils avaient créées. 3 mois avant le mariage, une invitation couleur crème est arrivée à mon bureau. Mon nom était manuscrit, mais il n'y avait pas de note personnelle. Elle décrivait la cérémonie comme une célébration de la loyauté, de la famille et de nouveaux départs. Naomi croyait qu'il me voulait là pour pouvoir afficher une image de famille réparée avant que l'enquête ne devienne publique. Marcus soupçonnait quelque chose de plus pratique. Si j'assistais sans objection, ma mère pourrait plus tard prétendre que ma présence prouvait que j'avais accepté les arrangements financiers. Mon avocat a convenu qu'assister pourrait être utile, à condition que je ne fasse aucune déclaration sur l'enquête et que je porte des copies de mon rapport d'usurpation d'identité. J'ai répondu que je viendrais seul. Marcus voulait m'accompagner. Mais j'avais besoin d'entrer dans ce bâtiment sans me cacher derrière une autre personne. Je ne revenais pas pour prouver qu'un homme qui a réussi m'aimait. Je revenais en tant que propriétaire de mon propre nom. Le matin du mariage, je portais une robe vert foncé et la montre en argent que Naomi m'avait offerte lorsque j'ai réussi mon examen de certification finale. L'hôtel du palais de justice se trouvait à moins de 10 miles de la maison de mon enfance. Mais cela semblait être un autre monde, sol en marbre, hautes fenêtres, fleurs blanches. Musiciens et personnel portant des plateaux sous des plafonds peints en or. Ma mère m'a vu près de la table d'enregistrement et s'est figée avant de produire son sourire de cliente parfaite. Charlotte, a-t-elle dit à voix haute, tu es vraiment venue. Puis elle s'est tournée vers plusieurs parents et a ajouté. Notre fugueuse s'est enfin souvenue qu'elle a une famille. Quelques personnes ont ri avec incertitude. 12 ans plus tôt, ce son m'aurait envoyé vers la sortie la plus proche. Cette fois, j'ai soutenu son regard et j'ai répondu. Je me souviens exactement du genre de famille que j'ai. Mon père est apparu derrière elle, plus âgé et plus mince que dans mon souvenir. Il m'a serré dans ses bras sans demander et a murmuré qu'il était désolé. J'ai reculé. Désolé pourquoi? Il a jeté un coup d'œil vers ma mère et a dit, pour la façon dont tout s'est passé. Cette réponse montrait qu'il ne pouvait toujours pas nommer ce qu'il avait permis. Ma sœur est arrivée dans une robe de chambre en soie, entourée de demoiselles d'honneur et d'un photographe. Elle a semblé surprise, puis m'a attiré dans une étreinte raide pour la caméra. Ne faisons pas de ce jour une affaire de vieux drame, a-t-elle murmuré. Alors n'utilise pas mon nom pour le payer, ai-je répondu. Sa main s'est resserrée autour de mon bras. Pendant un instant, la mariée joyeuse a disparu, révélant la femme qui avait dit que je n'utilisais mon identité pour rien. Elle m'a relâché avant que le photographe ne le remarque. Ma mère m'a présenté aux invités comme notre fille brillante mais compliquée. Elle a dit à un couple que j'avais disparu après la remise des diplômes parce que je ne pouvais pas tolérer la discipline. Elle a montré à un autre invité une vieille photo d'annuaire où je portais un appareil dentaire et avait été prise en plein clignement d'yeux. Elle détestait les appareils photo à l'époque, a dit ma mère. Vous pouvez voir pourquoi. Si la femme qui vous a appris à vous mépriser se tenait devant vous 12 ans plus tard avec le même sourire, resteriez-vous silencieuse pour protéger l'événement ou enlèveriez-vous le masque? Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai demandé, leur as-tu aussi montré les documents de prêt? Son visage a perdu sa couleur. Elle m'a guidé dans une salle de conférence vide et a fermé la porte. Mon père a suivi pendant que ma sœur restait à l'extérieur, faisant semblant de ne pas regarder. Ma mère m'a accusé d'avoir programmé l'enquête pour saboter le mariage. Elle a affirmé que les signatures étaient des raccourcis administratifs, pas de la fraude. Parce que les parents géraient souvent la paperasse pour leurs enfants. Je lui ai rappelé que j'avais été une adulte légale vivant dans un autre état et que je n'avais jamais autorisé aucun compte. Mon père a expliqué que l'entreprise avait été au bord de la faillite et que des dizaines d'employés dépendaient d'eux. Alors vous avez volontairement utilisé mon identité, ai-je dit. Il a admis que ma mère avait d'abord utilisé mes informations parce que mon dossier de crédit était vierge. Il s'y est opposé mais a ensuite signé une résolution d'entreprise soutenant les prêts. Sa confession semblait embarrassée, comme si l'embarras était la véritable blessure. Ma mère a sorti une déclaration préparée de son sac à main.
Elle affirmait que j'avais verbalement approuvé tous les comptes et que j'avais récemment mal compris les arrangements à cause d'une détresse émotionnelle. Elle a offert de me payer 50 000 $ après le refinancement si je la signais ce matin-là. J'ai reconnu le formatage du dossier du prêteur. Elle avait tout planifié. L'invitation était un appât. Vous m'avez invité pour transformer la tromperie en consentement, ai-je dit. Elle m'a dit de ne pas utiliser de mots juridiques dramatiques. Puis elle a attrapé ma mallette de documents et a essayé de retirer le dossier contenant mes rapports. Je l'ai attrapé avant qu'elle ne puisse le tirer. Ma sœur est entrée et a verrouillé la porte. Signe, c'est tout, a-t-elle dit. Maman a déjà payé des acomptes qui ne peuvent pas être remboursés. J'ai demandé si Ethan savait d'où venait l'argent du mariage. Elle a regardé le sol. C'était ma réponse. J'ai rendu la déclaration à ma mère et j'ai dit que chaque tentative de me mettre la pression serait documentée. Quand j'ai ouvert la porte, Ethan se tenait dans le couloir. Il n'avait entendu que la dernière phrase, mais son expression avait changé. Il a demandé si un problème financier affectait le mariage. Ma sœur a rapidement qualifié cela de malentendu privé concernant l'entreprise. Je n'ai rien dit car mon avocat m'avait prévenu de ne pas interférer avec le processus du prêteur. Ethan a regardé mon dossier et l'affidavit sur la table. En tant que professionnel du prêt, il a reconnu ce qu'il voyait. Ma mère l'a éloigné en riant des nerfs du mariage, mais le soupçon était entré dans la pièce. La cérémonie était dans 40 minutes. Pour la première fois, ma mère n'avait pas peur de me perdre. Elle avait peur que quelqu'un puisse enfin me croire. Je me suis assise près du fond de la salle de bal pendant que les invités se rassemblaient sous une arche de roses blanches. Mes parents me regardaient avec la fascination réservée à quelqu'un dont ils avaient déjà discuté. Une tante s'est penchée et a dit que ma mère m'avait pardonné il y a des années. J'ai demandé ce qu'elle avait pardonné et la tante s'est soudainement intéressée au programme. Un autre parent m'a dit que mes parents avaient terriblement souffert après ma disparition. Personne n'a demandé ce qui pourrait pousser une jeune de 18 ans à choisir une laverie automatique plutôt que de rentrer chez elle. C'était la structure de ma famille. Ma mère fournissait l'histoire. Mon père la soutenait par le silence et tout le monde l'acceptait parce que la questionner rendrait le dîner inconfortable. 10 minutes avant le cortège, Ethan s'est approché de moi avec son téléphone. Il a demandé à parler en privé. Sa voix restait contrôlée. Mais j'ai reconnu l'expression de quelqu'un dont les instincts professionnels avaient trouvé un schéma que ses émotions voulaient rejeter. Nous sommes entrés dans une bibliothèque à côté de la salle de bal. Ethan a expliqué que le responsable de l'événement de l'hôtel l'avait informé d'un problème avec le paiement final. Le compte utilisé pour le mariage avait été signalé, gelant le transfert restant. Ma sœur avait toujours prétendu que l'argent provenait des réserves de l'entreprise familiale. Mais l'avis de transaction affichait le nom du garant obligé, Charlotte Reed. « Est-ce vous ?» a-t-il demandé. J'ai dit oui. « Avez-vous autorisé le prêt ?» J'ai dit non. Il a fixé l'écran et a demandé depuis combien de temps je le savais. J'ai expliqué que j'avais signalé l'usurpation d'identité des mois avant de recevoir l'invitation et que le prêteur contrôlait le calendrier. Je lui ai montré mon numéro de rapport, une copie de la signature contestée et la déclaration que ma mère venait d'essayer de me faire signer. Je n'ai révélé aucun matériel d'enquête confidentiel et n'ai rien exagéré. La vérité suffisait. Ethan a lu l'affidavit 2 fois. « Est-ce que Samantha sait ?» a-t-il demandé. Je lui ai dit de lui demander. Ma mère est entrée avant qu'il ne puisse répondre. Elle m'a accusé d'avoir acculé le marié et d'essayer de détruire le bonheur de ma sœur par jalousie. Ethan a brandi l'affidavit et a demandé pourquoi il avait été préparé avant mon arrivée. Ma mère a dit que des avocats l'avaient créé pour régler un malentendu. Il a demandé pourquoi sa fiancée lui avait dit que le mariage était payé avec les bénéfices de l'entreprise alors que les fonds provenaient d'une ligne de crédit garantie à mon nom. Ma sœur est entrée dans sa robe, suivie de mon père. Sa première question n'était pas de savoir si j'avais été blessé. Elle a demandé si la cérémonie pouvait avoir lieu s'il remplaçait le paiement d'ici lundi. Ethan l'a regardée comme si elle avait parlé une langue étrangère.
Tu savais? Elle a dit qu'elle savait que notre mère avait emprunté de l'argent. Mais pas que la paperasse n'était pas en règle. Je lui ai rappelé notre appel enregistré. Ma mère a crié qu'enregistrer la famille était une trahison. Utiliser mon numéro de sécurité sociale était la trahison, ai-je répondu. Mon père a fermé les portes de la bibliothèque. Mais plusieurs membres du cortège s'étaient rassemblés à l'extérieur. Ma sœur a commencé à pleurer et à insister sur le fait qu'elle méritait un jour sans mon ressentiment. Elle a décrit ce qu'elle avait enduré après mon départ, la pression de notre mère. Le retrait de notre père, l'entreprise en faillite et l'attente qu'elle devienne la fille parfaite. Pour la première fois, j'ai vu qu'elle avait été façonnée par le même système. Bien que récompensée différemment. Mais être blessée n'effaçait pas le mal qu'elle avait causé. Tu aurais pu le lui dire, ai-je dit, tu aurais pu me le dire. Au lieu de cela, tu les as laissés financer ta journée parfaite avec l'identité de la sœur que tu prétendais avoir abandonnée. Ma mère s'est interposée entre nous et a déclaré que les actifs familiaux appartiennent à la famille. Parce qu'elle m'avait élevé et nourri. Elle croyait que l'utilisation de mon crédit était un remboursement. Ethan a demandé si elle avait également utilisé l'identité de ma sœur. Personne n'a répondu. Il s'est tourné vers mon père qui a admis qu'un contrat de location d'équipement avait été placé sous le nom de ma sœur. Soi-disant avec sa permission. Ma sœur a immédiatement nié avoir consenti. Cette contradiction a élargi l'effondrement. Ma mère avait tellement normalisé la falsification que même sa fille préférée ne pouvait pas dire où le consentement se terminait et où la manipulation commençait. Le coordinateur a frappé et a annoncé que les invités étaient assis. Ma mère a ordonné à tout le monde de se remettre en position. Ethan a dit qu'il avait besoin de temps. Elle a prévenu que le report humilierait la famille et nuirait aux relations avec les clients. Assistant à la cérémonie. Sa préoccupation n'était pas le crime, la tromperie ou les personnes qu'elle avait utilisées. C'était le public. C'est alors que j'ai compris pourquoi elle m'avait humilié publiquement à la remise des diplômes. La cruauté privée contrôlait une personne. L'humiliation publique contrôlait tout le monde qui regardait. Elle avait passé des années à transformer des salles pleines de gens en armes. Maintenant, cette même salle devenait une preuve. Ethan a demandé une dernière fois à ma sœur si elle savait que mon nom apparaissait sur le financement du mariage. Elle a admis l'avoir vu 3 mois plus tôt. Elle a dit que notre mère lui avait assuré que je finirais par signer une décharge. Donc, tu prévoyais de m'épouser avant de me dire que ta sœur contestait l'argent qui payait notre mariage, a-t-il demandé. Ma sœur s'est approchée de lui, mais il a reculé. Les musiciens ont commencé à jouer dans la salle de bal, ignorant que le cortège s'était arrêté. Ma mère m'a saisi le poignet et a sifflé que rien de tout cela ne serait arrivé si j'étais resté à l'écart. J'ai retiré sa main. Non, c'est arrivé parce que tu croyais que je resterais toujours silencieuse. Ethan a ouvert les portes de la bibliothèque. Le coordinateur a demandé si la cérémonie devait commencer. Il a regardé vers la salle de bal, puis vers ma sœur. Oui, a-t-il dit, mais pas la cérémonie qu'elle avait prévue. Ethan est entré seul dans la salle de bal et a demandé aux musiciens d'arrêter. Les conversations se sont tues alors que les invités se tournaient vers lui. Ma sœur a suivi à quelques pas derrière, tenant toujours son bouquet tandis que ma mère chuchotait des instructions que personne n'obéissait. Je suis resté près des portes de la bibliothèque avec mon père. Une partie de moi voulait partir. Je n'étais pas venu pour voir ma sœur s'effondrer publiquement. Et je ne voulais pas devenir une autre personne qui utilisait l'humiliation comme pouvoir. Mais partir aurait permis à ma mère de créer une nouvelle version avant que les invités n'atteignent le parking. Ethan a pris le micro et s'est excusé pour le retard. Il a dit que des informations avaient émergé sur le financement de l'événement et les déclarations qui lui avaient été faites tout au long des fiançailles. Ma mère s'est précipitée en avant, qualifiant cela de désaccord familial privé. Ethan lui a dit que cela devenait son affaire lorsque son nom était ajouté au contrat des fournisseurs soutenus par des fonds contestés. Puis il s'est tourné vers ma sœur. Sa voix était calme, mais le silence la portait à travers la salle de bal. Samantha.
Pourquoi la sœur avec qui tu es brouillé est-elle listée comme garante sur le prêt qui a payé notre mariage? Et pourquoi me l'as-tu caché après qu'elle ait signalé que sa signature était falsifiée? La question a frappé plus fort que des cris. Le visage de ma sœur s'est vidé, son bouquet s'est abaissé. Un invité près de l'allée a murmuré, falsifié. Ma mère a tendu la main vers le micro, mais Ethan l'a éloigné. Ma sœur a dit qu'elle faisait confiance à notre mère et croyait que je signerais plus tard parce que l'argent avait déjà été dépensé. Ethan a demandé si cela signifiait qu'elle acceptait sciemment des fonds contestés et prévoyait d'obtenir le pardon après le mariage. Elle a répondu que les familles s'entraidaient. Il a regardé vers moi et a demandé si elle m'avait contacté avant de prendre l'argent. Elle a admis qu'elle n'avait appelé que pour me pousser à signer. Ma mère a accusé Ethan d'humilier sa fiancée. Il a répondu que la tromperie créait l'humiliation, pas la question qu'il exposait. Puis il a annoncé qu'il ne procéderait pas au mariage. Ma sœur a chancelé en arrière alors que les invités réagissaient par vagues. Des halètements, des chuchotements, des téléphones qui se lèvent. Des parents qui se dirigent vers les sorties. Les mêmes personnes qui avaient ri à ma remise de diplôme regardaient maintenant la cérémonie parfaite de la fille préférée s'effondrer sous des faits qu'ils ne pouvaient pas rejeter comme de la sensibilité. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti la clarté froide de voir une structure s'effondrer à son point le plus faible. Ma mère a essayé de reprendre le contrôle. Elle a annoncé que j'avais manipulé Ethan parce que j'étais jalouse de la beauté et du bonheur de ma sœur. 12 ans plus tard, elle a utilisé la même arme. Cette fois, je ne l'ai pas absorbée. J'ai avancé mais n'ai pas pris le micro. J'ai dit à Ethan que je ne lui avais jamais demandé d'annuler le mariage. Il a confirmé que la décision était la sienne. Puis j'ai fait face aux invités et j'ai énoncé 3 faits. Je n'avais jamais autorisé les prêts. J'ai déposé un rapport d'usurpation d'identité des mois avant de recevoir l'invitation. Et ma mère a tenté d'obtenir une fausse déclaration rétroactive de ma part moins d'1 heure plus tôt. J'ai brandi l'affidavit non signé. Mon père s'est avancé et a admis avoir été témoin de la préparation de signature sans ma présence. Sa confession ne l'a pas absous, mais elle a empêché ma mère de prétendre que j'avais tout inventé. L'un de ses partenaires commerciaux est immédiatement parti appeler un avocat. Un fournisseur a exigé de savoir si ces factures avaient également été utilisées dans des demandes de financement. Les conséquences se sont propagées parce que la falsification ne se limitait pas à moi. Mon nom était simplement le fil qui a défait le tissu. Des représentants du prêteur sont arrivés plus tard cet après-midi après avoir appris que ma mère avait essayé d'obtenir une déclaration corrective alors que l'examen de la fraude était toujours en cours. Ils ne l'ont pas emmenée dans la salle de bal, et j'en étais reconnaissante. Je voulais la responsabilité, pas le spectacle. Ils ont recueilli l'affidavit. Ont demandé l'accès à ces appareils et ont ordonné à l'entreprise de ne pas modifier les dossiers. L'hôtel a gelé le compte de l'événement. Les vendeurs ont commencé à contacter ma sœur au sujet des soldes impayés. Ethan est parti avec ses parents. Avant de partir, il m'a remercié d'avoir répondu honnêtement. Je lui ai dit qu'une vérité découverte au dernier moment arrivait toujours avant une vie de tromperie. Ma sœur est restée seule dans la suite nuptiale pendant que ses amis enlevaient les décorations et emballaient les cadeaux. Elle m'a demandé d'entrer. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Sans le public, elle ressemblait moins à l'histoire de succès parfaite de ma mère et plus à une femme effrayée qui avait construit son identité autour du fait d'être choisie. Au début, elle m'a blâmé. Puis elle a blâmé Ethan, le prêteur, notre père, et enfin notre mère. J'ai attendu que le blâme s'épuise. Tu savais que mon nom était sur le prêt, ai-je dit. C'est à ce moment-là que tu avais un choix. Elle a admis, craignant que le mariage ne disparaisse si elle remettait en question l'argent. Je lui ai dit que je comprenais la peur, mais que la peur ne transformait pas le vol en amour. Elle m'a demandé si j'étais heureuse. Sa question montrait qu'elle croyait encore que mon but avait été d'échanger nos places. De devenir la sœur célébrée, tandis qu'elle devenait la honteuse. Non, ai-je répondu. Je suis libre. Ce n'est pas la même chose. Le soir,
La salle de bal était vide à l'exception du personnel qui pliait les chaises. Ma mère m'a trouvé près de l'entrée et a dit que j'avais obtenu ce que je voulais. L'entreprise menacée, ma sœur abandonnée, et la famille publiquement déshonorée. Je lui ai dit qu'elle refusait toujours de nommer ses actions. Elle a falsifié des signatures, menti au prêteur et utilisé un mariage pour me pousser à légaliser la tromperie. Je n'avais pas détruit sa réputation. J'avais cessé de lui prêter mon silence pour la protéger. Elle m'a traité d'égoïste, de laide et d'indigne d'être aimé. Les mots semblaient vieux et petits. Tu m'as appris que l'amour familial devait se mériter en disparaissant. J'ai dit, j'ai passé 12 ans à apprendre que le véritable amour ne nécessite pas d'effacement. Puis je suis sorti en portant la mallette de documents qu'elle avait essayé de voler. Je ne suis pas parti avec $355. Je suis parti avec mon identité intacte. Finalement, elle a coopéré. A remboursé une partie de la perte grâce à la vente du showroom et n'avait pas de condamnation antérieure. Elle a reçu une probation, une surveillance financière, des travaux d'intérêt général et une ordonnance de restitution qui a consommé la plupart des actifs qu'elle avait passé des décennies à utiliser pour mesurer le succès. L'enseigne de l'entreprise a été retirée l'hiver suivant. Ma mère avait toujours cru que la réputation pouvait être contrôlée en décidant qui se tenait dans la lumière et qui restait dans l'ombre. Elle n'a pas perdu sa réputation parce que je suis revenu. Elle l'a perdue parce que les documents se souvenaient de ce que les gens avaient accepté d'oublier. Mon père a admis avoir signé des résolutions d'entreprise qui soutenaient les prêts frauduleux. Il a évité les poursuites pénales grâce à sa coopération, mais a perdu son poste, ses économies et la confiance des employés qui comptaient sur lui. Il a commencé à envoyer des lettres mensuelles remplies d'excuses sur le maintien de la paix, la protection de l'entreprise et la croyance que ma mère corrigerait finalement les comptes. J'ai retourné les 3 premières sans les ouvrir. Dans la 4e, il a finalement écrit « Je me suis protégé du conflit en te le faisant porter ». J'ai répondu une fois et lui ai dit que le pardon n'était pas une porte à laquelle il pouvait frapper jusqu'à ce que je sois assez fatigué pour l'ouvrir. Cela exigeait qu'il vive différemment, que je sois témoin du changement ou non. Nous échangeons maintenant des lettres occasionnelles. Mais nous ne prétendons pas que la communication équivaut à la réconciliation. Ma sœur a passé des mois à se battre avec les vendeurs et les créanciers pour le mariage annulé. Ethan a mis fin aux fiançailles de manière permanente. Elle a ensuite déménagé à Dayton, a trouvé du travail dans un centre d'art à but non lucratif et a commencé une thérapie. Près de 2 ans après le mariage, elle a appelé sans demander d'argent, de signature ou de pardon. Elle s'est excusée de m'avoir aidé à m'effacer et a admis que le fait d'être la fille préférée ne l'avait pas rendue en sécurité. Cela l'avait seulement rendue utile. Notre mère louait sa beauté et son obéissance tant que ses qualités soutenaient l'image de la famille. Puis l'a qualifiée de déloyale au moment où elle a coopéré avec les enquêteurs. J'ai dit à ma sœur que des excuses montraient une prise de conscience, pas une preuve de changement. Depuis lors, nous avons construit une relation prudente à travers de petites actions vérifiables. Elle dit la vérité même quand cela la met en mauvaise posture, et je mets fin au passé. Nous nous rencontrons en public 2 fois par an. Il n'y a pas de retrouvailles dramatiques ou de photographies prétendant que 12 ans ont disparu. Il y a seulement le travail plus lent de découvrir si la confiance peut grandir là où le droit de propriété a autrefois vécu. Marcus et moi nous sommes mariés dans un palais de justice en présence de Naomi et de 6 amis. Personne n'a classé les femmes par leur apparence ou utilisé la cérémonie pour réparer une réputation. Quand le greffier a demandé si je voulais changer de nom, j'ai dit non. Charlotte Reed avait été le nom que ma mère avait mis sur des documents falsifiés parce qu'elle croyait qu'il lui appartenait. Le garder est devenu ma déclaration que quelque chose ne cesse pas d'être à vous parce qu'une autre personne en fait un mauvais usage. J'ai plus tard ouvert un cabinet de conseil qui aide les banques, les œuvres de charité et les entreprises familiales à identifier la fraude interne avant que la mauvaise conduite ne devienne une culture. J'ai aussi créé une subvention d'urgence au collège technique qui m'a accepté quand je n'avais presque rien. La subvention donne $355 aux étudiants confrontés à une crise soudaine de logement ou de transport. Ce n'est pas une fortune. Mais je sais jusqu'où cela peut mener quelqu'un lorsqu'il est associé à une seule opportunité honnête.
Les gens me demandent souvent si exposer ma famille était une vengeance. Je comprends pourquoi. Un mariage arrêté. Une entreprise fermée et ma mère a perdu l'autorité qu'elle avait protégée pendant des années. Mais la vengeance aurait exigé que je crée de la douleur pour le plaisir de les voir souffrir. Je n'ai pas fabriqué leurs conséquences. J'ai documenté leurs actions. Refusé de renoncer à la vérité et permis aux personnes affectées par leur tromperie de prendre des décisions éclairées. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des conditions pour l'accès à votre vie. La responsabilité n'est pas de la cruauté parce que la personne qui y fait face est de votre famille. L'amour sans respect devient du contrôle. La loyauté sans vérité devient de la complicité. Pendant des années, j'ai cru que partir faisait de moi la fille qui avait brisé la famille. L'enquête m'a appris que j'avais seulement cessé de maintenir ces fissures ensemble. La plus grande punition de ma mère n'a pas été de perdre le showroom. C'était de perdre le pouvoir de définir la réalité pour tout le monde autour d'elle. La plus grande conséquence de ma sœur n'a pas été le mariage annulé. C'était d'apprendre qu'être choisi par un parent contrôlant peut aussi être une captivité. La plus grande perte de mon père a été de réaliser que le silence est toujours une décision lorsque quelqu'un d'autre est blessé. Ma victoire n'a pas été de prouver que j'avais raison. C'était de partir sans avoir besoin de leur accord pour savoir qui j'étais. 12 ans plus tôt, ma mère avait dit que la beauté m'avait sauté. Elle croyait que ces mots me maintiendraient en compétition pour son approbation. Au lieu de cela, ils m'ont poussé hors de sa portée. Je suis parti avec $355, sans domicile sûr et sans garantie que mon avenir s'améliorerait. Ce que j'ai gagné était plus précieux que l'admiration, l'éducation, l'indépendance. Des connaissances utiles. Des relations saines et la capacité de reconnaître la manipulation avant de la confondre avec l'amour. Vous n'avez pas à détruire les gens qui vous ont maltraité pour récupérer votre vie. Parfois, la réponse la plus forte est de cesser de mentir pour eux. De cesser de financer leur confort avec votre dignité et de cesser de traiter l'accès à vous comme un droit de famille permanent. Une relation qui ne survit que par votre silence n'est pas la paix. C'est la captivité avec de meilleures décorations. Alors demandez-vous ceci, si protéger l'image de votre famille exige que vous disparaissiez. Quelle famille protégez-vous vraiment? Et que pourrait devenir votre vie une fois que vous choisirez enfin de vous protéger? Merci d'être resté jusqu'à la fin de l'histoire. Tout dans cette vidéo est fictif et destiné uniquement à la narration, au divertissement et à la réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle que vous pouvez être généreux, loyal et indulgent sans permettre aux autres de traiter ces qualités comme des faiblesses. Les bonnes personnes chériraient votre douceur et ne l'utiliseraient pas comme une opportunité de vous blesser.